Dans la vidéo précédente, on a vu le perceptron qui, comme vous le verrez dans un DTP, est vraiment très simple à implémenter. Son gros avantage, c'est qu'il suppose absolument pas que les données sont gaussiennes, ce qui est un très gros avantage par rapport aux autres méthodes de classification qu'on a vues avant. Et autre singularité, c'est que dès que les données sont linéairement séparables, le perceptron est garanti de converger vers une solution qui sépare correctement les données de l'ensemble d'entraînement en un nombre fini d'itérations. Par contre, le perceptron a ses limitations. Tout d'abord, le perceptron a un gradient nul pour non seulement une seule solution, mais potentiellement une infinité de solutions. Je m'explique. Au lieu d'avoir une fonction de coût qui aurait une espèce de courbe comme ça ici. Donc ça, c'est quoi? Ça serait une fonction de coût de perte, E. Et ça ici, ça serait un axe qui représenterait toutes les solutions possibles. Dans une configuration comme celle-ci, on voit bien qu'il y a une seule solution qui nous retourne une erreur minimale globale. Pour le cas du perceptron, ça serait plutôt une configuration comme celle-ci qu'on aurait. Donc ici, on a W l'ensemble de toutes les solutions possibles avec E, la fonction de perte. Ça serait plutôt une fonction comme ça ici. Donc, il y a plusieurs solutions pour lesquelles la fonction de perte est très élevée, mais il y a une infinité de solutions ici, dont la fonction de perte est complètement nulle. Donc, comment est-ce que cela est-il possible? Eh bien, si vous regardez une configuration comme celle-ci, on a un groupe de points dans une classe 1, un groupe de points dans une classe 2, ben, toutes ces solutions-là ici sont dites optimales parce que toutes les données sont bien classées. Et rappelez-vous que la fonction de perte du perceptron, c'est c'est une somme sur les données mal classées. Donc, quand il n'y a aucune donnée mal classée dans l'ensemble d'entraînement, la perte est zéro. Donc, on voit ici qu'on pourrait avoir une infinité de droites entre ces deux groupes de points pour lesquels le gradient serait, en fait, la fonction d'énergie ou la perte serait nulle et ainsi le gradient serait nul. Autre limite, le perceptron peut, dans certains cas, être très sensible aux données aberrantes. Donc, imaginez que ça ici, c'est une donnée aberrante. C'est par exemple une erreur de mesure de cette classe-là ici. Ben, le perceptron vous donnerait une solution comme celle-ci, qui a une erreur d'entraînement nulle, mais on sent bien que la généralisation sera pas très bonne. Et ici, à partir du moment que les données sont non linéairement séparables, le perceptron ne converge jamais. Et ce qui va arriver ici, c'est que la solution du perceptron va osciller à l'infini. Donc, il va essayer, dans une itération, de corriger pour l'erreur faite ici, et à l'itération suivante, va essayer de corriger pour l'erreur qu'il fait là, et alternativement, à l'infini. Autre problème, le perceptron, étant donné qu'il y a un nombre infini de solutions dites parfaites, ben quand on l'initialise, ça c'est un test que j'ai fait, je l'ai initialisé avec des valeurs au hasard, ça a systématiquement toujours convergé vers des solutions dites optimales pour lesquelles l'erreur d'entraînement est nulle, mais comme vous voyez, il y a certaines après une expérience, j'ai obtenu le résultat qui est voici. Une autre expérience, une autre solution qui est ici. Une autre expérience, une autre solution qui est là. Donc, le perceptron, il est garanti de converger lorsque les données sont linéairement séparables vers une solution dont l'erreur d'entraînement est nulle, mais il n'est pas garanti de toujours converger vers la même solution, ce qui est un problème. Et en fait, intuitivement, si je reviens ici, on sent bien que cette solution-là, ici, par exemple, à gauche, c'est une solution qui est pas très bonne parce que si nos données de test avaient la même distribution que les données d'entraînement, plus un petit bruit, on pourrait imaginer qu'un point ici pourrait se retrouver là, un point de cette classe-là, la classe bleue, pourrait se retrouver là, avec la moindre quantité de bruit, serait mal classée. Donc, une solution qui serait probablement, comme celle ici à droite, serait supérieure à celle-ci, parce que si on prend ces données-là et qu'on les perturbe avec un peu de bruit, autant les points rouges que les points bleus, ben ça va pas créer d'erreur de classification. Donc, pour améliorer le perceptron, en général, il y a trois façons qui ressortent très rapidement dans la littérature. Tout d'abord, on pourrait utiliser une nouvelle fonction d'activation. Le perceptron utilise une fonction signe. Ben, on pourrait utiliser une autre fonction d'activation, ainsi qu'une nouvelle fonction de coût, parce que si on change la fonction d'activation, vraisemblablement, il va falloir changer la fonction de coût. Ça donne que c'est le sujet de cette vidéo.
On pourrait aussi utiliser des fonctions de base. Donc, on avait vu ça en régression, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire de la régression linéaire, parce que les données se distribuent pas de façon linéaire, on pourrait prendre les données à l'aide d'une fonction de base, les projeter vers un autre espace dimensionnel là où les données sont linéaires, et là, appliquer la technique de régression linéaire sur cet espace augmenté. On pourrait faire la même chose en classification. En fait, ça donne que c'est le sujet des méthodes à noyaux, chapitres 5 et 6. Puis, on pourrait éventuellement aussi utiliser un nouveau réseau de neurones, donc utiliser une nouvelle structure, ajouter, multiplier le nombre de neurones, et ça, c'est le sujet du chapitre 7. Donc, la vidéo courante porte sur la régression logistique. Donc, la régression logistique, c'est très similaire au perceptron dans la mesure où on va avoir un réseau encore là de neurones avec des pastilles ici en entrée qui correspondent à notre vecteur en entrée. Chaque pastille ici est reliée à un centre, on pourrait dire une autre pastille de calcul qui est en fait un produit scalaire entre les paramètres W0, W1, W2 et puis les données en entrée. Et suivi de ça, j'ai une non-linéarité. Mais là, au lieu d'avoir une fonction signe comme pour le perceptron, là, ici, je vais avoir une sigmoïde qui est représentée par la lettre grecque sigma. Et cette fonction sigmoïde, ou la sigmoïdale, c'est une fonction qui a mathématiquement cette tête-là ici. Donc, si ça ici en x, c'est une variable v, et en y, c'est sigma de v, on voit que lorsque v est égal à 0, j'ai 1 divisé par 1 plus e à la 0. E à la 0, c'est 1, fait que c'est 1 divisé par 2, fait 1 demi, ça fait 0.5. Quand v tend vers une valeur qui est très grande, e à la moins quelque chose de très grand, ça tend vers 0, fait que j'ai 1 divisé par 1, donc la fonction ici tend vers 1. Et éventuellement, lorsque v tend vers moins une grosse valeur, je vais avoir 1 plus E à la quelque chose de très gros, fait qu'éventuellement, ça va tendre vers 0. Il faut bien comprendre que sigma ici de V, c'est quelque chose qui tend vers 0 quand la valeur de V devient très négative, et tend vers 1 quand la donnée en V tend vers une grande valeur, mais c'est jamais rigoureusement égal à 1 ou égal à 0, à moins d'avoir une valeur de V qui est égale à plus l'infini ou moins l'infini, ce qui arrive à peu près jamais en informatique. Donc, mon réseau de une neurone, parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est une neurone. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait un produit scalaire. Donc, il calcule l'équation d'un hyperplan et donne le résultat de ça ici, ça ici, c'est un réel. Le résultat de cette opération-là ici, c'est un réel. Et le résultat de cette opération-là donne ça à manger à une sigmoïde. Et la sigmoïde va convertir ça en une valeur qui est entre 0 et 1. Et si on combine le produit scalaire ici avec une sigmoïde, on a un neurone. Comme je vous disais, un neurone, c'est quoi? C'est un produit scalaire suivi d'une non-linéarité qui sont combinés ensemble au sein d'une même opération. Donc, qu'est-ce qu'on a ici si on veut représenter ça de façon schématique? En entrée, on a x1, x2. Ça veut dire que chaque point dans mon ensemble d'entraînement est un point dans un espace 2D. Et on a ici en pointillé la surface de séparation, la surface de classification. Si un point devait tomber ici sur la surface de séparation, la valeur que retournerait le modèle serait, en fait, le produit scalaire ici, ça serait égal à 0. Sigma de 0, c'est 1 demi. Si j'ai un point qui tombe devant la surface de séparation, c'est devant parce que on a ici l'indice de la normale. Donc, si on a un point qui tombe devant, le produit scalaire ici va être positif. Sigma de quelque chose de positif, ça va me donner quelque chose qui est supérieur à 1 demi. Okay, c'est supérieur à 0.5. Mais plus le point va être loin devant la surface de séparation, plus ce que mon réseau va me retourner, c'est une valeur qui tend vers 1. Ça sera pas exactement 1, à moins que le point soit à l'infini devant, mais ça va tendre vers 1. Même chose si un point tombe derrière. Derrière, on va avoir une sortie de notre réseau qui est inférieure à 1 demi. Et puis, le réseau, si un point est très loin derrière, va nous retourner une valeur qui tend vers 0.
Comme le perceptron, on peut ajouter un nombre arbitraire de variables ici en entrée. Donc, à droite, j'ai fait une illustration en 3D où n'importe quel point qui tomberait sur le plan ici se verrait attribuer une valeur de 1,5 en sortie du réseau. Sinon, un point qui est devant ou loin devant verrait une valeur qui tend vers 1 et derrière une valeur qui tend vers 0. Donc, voici un exemple chiffré où on a en entrée un point qui serait qui aurait ici. Bon, ici, ça c'est le billet. Ce qui est il y a eu une petite inversion là. Ici, j'avais mis le billet en haut. Dans mon exemple, je l'ai mis ici, je l'ai mis en haut. Donc, on a le billet 0.4 moins 1. On a les poids ici de notre réseau. On fait un produit scalaire et on donne ça à une sigmoïde. Qu'est-ce qui arrive? Ben, si je fais mon produit scalaire, ça va me donner la valeur moins 1,94. Moins 1,94, si je donne ça à la sigmoïde, ça va me donner 1 divisé par 1 à la E exposant 1,94, qui me donne 0,125. 0,125, c'est inférieur à 0,5, donc on peut dire que le point est derrière le plan et donc est dans la classe probablement 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir une sigmoïde? Ben, une sigmoïde, c'est une fonction qui nous retourne une valeur entre 0 et 1. Ben, des fonctions qui retournent une valeur entre 0 et 1, on a vu avant, puis ça s'appelle une probabilité. Dans notre cas ici, pour de la classification binaire, on va parler plutôt d'une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire que ça ici, ça va me retourner, Y, mon modèle, ce qu'on appelle parfois une machine. Okay? Un système comme celui-ci, on va appeler ça parfois une machine, d'où en anglais machine learning. Donc, un système comme celui-ci va me retourner une valeur qui va devenir de plus en plus grande au fur et à mesure que le point est de plus en plus devant la surface de séparation. Ça veut dire que on pourrait dire que ça, c'est quelque chose, ou ça ici, c'est quelque chose qui vient imiter la probabilité d'appartenir à la classe 1 étant donné le vecteur X qui a été donné en entrée. Donc, la preuve que la sigmoïde est capable d'imiter ou enfin de représenter cette probabilité conditionnelle, ben, une probabilité conditionnelle comme celle-ci, c'est ce qu'on appelle un a posteriori. Ça, c'est un a posteriori. Une fonction a posteriori. Ben, une fonction a posteriori avec base, on peut représenter ça comme ça ici à droite. Et si on prend le terme qui est là ici et qu'on le divise à la fois au numérateur et au dénominateur, on obtient la formulation que voici. Donc, 1 divisé par 1 plus quelque chose. Ce quelque chose-là ici, je peux le représenter par 1 divisé par 1 à la E exposant moins A, et A, c'est le log de cette chose. Et ça ici, ben, c'est une sigmoïde. Donc, on voit que la sigmoïde a la capacité d'apprendre une probabilité a posteriori sur mon étiquette de classe C1. Donc, dans le fond, cette machine-là, entre guillemets, ce réseau de neurones, a pour singulière propriété d'imiter cette probabilité-là ici conditionnelle. C'est-à-dire que la façon que je vais interpréter la sortie du réseau, c'est de voir ça comme la probabilité pour une donnée X d'appartenir à la classe C1. Donc, si je veux savoir c'est quoi la probabilité d'appartenir à la classe C0, puisque je suis dans un cas 2 classes, hein, il faut absolument, si je suis dans un cas 2 classes, il faut absolument que la probabilité de C1 étant donné X et W, plus la probabilité d'appartenir dans la classe C0 étant donné X et W, ben, cette somme-là ici, ça doit absolument être égal à 1. Donc, si ça c'est égal à 1, si je connais ça ici, ben, le P de C0, c'est ni plus ni moins 1 moins P de C1. Et P de C1, ben, c'est la sortie de mon réseau, en supposant que mon réseau est bien entraîné et que mes données soient linéairement séparables. Donc, la question, c'est quelle fonction de coût permet d'entraîner un réseau logistique? Dans le cours, on va voir que ce genre de distribution de probabilité-là est lié à la distribution de Bernoulli. Et en supposant que mes données suivent une distribution de Bernoulli, on
va voir ça en classe. Mais si on suppose que l'ensemble des données d'entraînement suivent une distribution de Bernoulli et que la sortie de mon réseau, c'est la sigmoïde du produit scalaire entre W et X, mais en même temps, c'est supposé d'être exactement égal à ça, si tout est bien entraîné, ben, on peut se dire que la probabilité d'observer l'ensemble de toutes les données de mon ensemble d'entraînement, c'est le produit de la probabilité d'observer chaque donnée, en supposant que chaque donnée ici, chaque paire de données ici est indépendante les unes des autres. Donc, pour pouvoir faire ça ici, on suppose que XITI, la paire XITI, est indépendante de XJTJ. Si on suppose ça ici, alors la probabilité d'observer toutes ces observations-là, c'est la probabilité d'observer chaque observation individuellement. Et d'où vient cette formulation-là ici? Ben, elle vient de Bernoulli, comme on va le voir en classe. Bon, le produit de probabilité, bon, déjà ça ici, on a dit que P de C1, en principe, ça devrait être donné par notre réseau. Donc, on a P de C1 ici, P de C1 ici. Ça devrait être notre réseau qui donne ça. Et cette fonction-là ici, c'est ce qu'on appelle une vraisemblance. Donc, ça ici, c'est une vraisemblance. Okay. Pourquoi une vraisemblance? Parce que ça, c'est connu. Puis ça, c'est inconnu. Okay? Donc, c'est une vraisemblance. Donc, si je veux maximiser ma vraisemblance, je vais faire un maximum de vraisemblance ou un maximum likelihood en anglais. Donc, j'ai cette distribution-là ici. Désolé, il me manque un vecteur ici. Ça pourrait être un vecteur qui est là. Désolé. Donc, je remplace P de D étant donné W par le produit que j'ai ici. Ben, maximiser un produit, comme on l'a déjà mentionné avant, ça revient à minimiser moins log du produit. Et prendre le log d'un produit, ça revient à prendre la somme des logs. Ce que j'ai ici. Et là, ici, j'ai le log de ce terme fois ce terme. Donc, ça devient la somme de deux choses. Puis le log d'un terme avec un exposant nous permet de sortir l'exposant du log et de le mettre devant. C'est ce qui est arrivé ici. Donc, en gros, la fonction de coût, la fonction de perte que je vais chercher à minimiser, c'est la suivante. Donc, que je vais appeler ED de W. Et cette fonction de perte-là, qui est exactement la même qu'à la page précédente, c'est ce qu'on appelle une entropie croisée, ou une cross-entropie en anglais, ce qui est une fonction de perte extrêmement connue. Si vous allez sur scikit-learn, vous allez voir ce terme-là très rapidement. Et on va voir en classe que cette fonction-là ici, on appelle ça une entropie croisée, mais ça a effectivement un lien avec l'entropie. Je vous rappelle que l'entropie H de X, c'est égal à c'est moins la somme des P de X fois ln de P de X. Donc, ce terme-là ici, on peut voir qu'il y a une espèce de... Il semble y avoir un lien entre les deux qui n'est pas évident. En classe, on va voir qu'effectivement, il y a un lien, puis que le terme croisé vient du fait que ici, on a P de X, log de P de X, mais ici, on a Tn, log de quelque chose d'autre. Donc, c'est pas deux fois la même fonction, c'est pas deux fois le même terme ici et dans le log. Donc, c'est pour ça que c'est un terme qu'on va dire croisé, comme on va voir en classe, en présentation magistrale. Cette fonction-là ici, E de W, cette fonction-là ici, elle a du sens, ok? Parce que, comme on a déjà mentionné précédemment, une bonne fonction de coût, c'est une fonction de coût qui a une forme qui est comme ça ici, c'est-à-dire quelque chose comme ça ici. Donc, j'ai E, qui serait comme ça ici, ma fonction de coût, ma fonction de perte. Ça, c'est l'ensemble de tous les paramètres possibles et inimaginables. Ben, cette fonction-là a un minimum là où les paramètres sont optimum. Et plus les paramètres sont mauvais, plus la fonction de coût doit augmenter. Cette fonction-là doit être dérivable partout. Donc, est-ce que c'est le cas ici? Ben, on peut s'en convaincre en regardant quelques cas de figure. Donc, par exemple, un cas de figure où ça irait bien, c'est si, mettons, alors je vais prendre juste cette partie-là ici pour l'illustration. Donc, cette partie-là ici, on va appeler ça, on va l'appeler
n pour la perte associée à la nème observation. OK? Bon, ben si la nème observation a une cible qui est égale à plus 1 et que mon réseau Y de W de Xn me retourne une valeur qui tend vers 1. Donc, ça sera jamais exactement 1, mais ça va tendre vers 1. Donc, on va dire c'est égal à 1, puis je vais mettre un petit moins pour dire que c'est légèrement inférieur à 1. Ben, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, la perte associée à cette observation N-là, c'est T, c'est égal à moins Tn, c'est égal à 1, fois le log d'une valeur qui est légèrement inférieure à 1, donc 1 moins, plus 1 moins 1 fois le log. Bon, 1 moins une valeur qui est légèrement inférieure à 1, ça me donne une valeur qui est 0, qui est légèrement supérieure à 0. Fait qu'on va dire 0 plus. Fait que ça ici, c'est quoi? J'ai 1 fois le log de 1. Le log de 1, ou une valeur légèrement inférieure à 1, ça tend vers 0. Okay? C'est approximativement 0. Et ici, j'ai 0 fois le log de quelque chose qui n'est pas tout à fait 0, ben ça c'est rigoureusement égal à 0. Donc, dans ce cas-là ici, on pourrait dire que la perte associée à la donnée n, c'est à peu près égal à 0. C'est une bonne chose. Si Tn égale à 0 et que YW, ça c'est un autre cas de figure, Xn devait tendre vers 0 plus. Ça sera jamais exactement 0, mais on va dire légèrement supérieur à 0. Donc encore là, le réseau me retourne une valeur qui est très proche de celle de ma cible. Mais normalement, la fonction de perte devrait être proche de 0. Fait que c'est ça qu'on va voir. Donc c'est moins, bon, Tn c'est 0 fois le log de 0 plus. OK? Donc ça ici, c'est exactement 0. Plus 1 moins 0 fois le log de 1 moins 0 plus. Encore là, j'ai 1 fois le log de quelque chose qui est un petit peu inférieur à 0. Fait qu'encore là, ça c'est à peu près 0. Donc, ça me retourne à peu près 0. Donc, maintenant, regardons un cas où le réseau aurait donné une erreur qui est très, très mauvaise. Donc, par exemple, si j'ai Tn qui est égal à 1 et Y de W qui me retourne Xn une valeur qui tend vers 0 plus. Donc là, ici, on a une contradiction complète entre l'étiquette de classe et ce que le réseau me retourne. Donc, qu'est-ce que j'aurais dans un cas de figure comme celui-ci? Donc, normalement, ça c'est un cas de figure qui est très mauvais. Là, je devrais m'attendre à avoir une perte qui est très élevée, mais voyons de quoi va avoir l'air la perte. Fait que là, j'ai moins, alors Tn, c'est égal à 1 fois le log de 0 plus 1 moins 1 fois le log de 1 moins 0 plus. Alors, ça ici, 1 moins 1, c'est 0. Log de 1, c'est 0 aussi. Donc, ça c'est exactement égal à 0. Par contre, le terme qui est ici, ça c'est intéressant. Le log de 0 plus, c'est quelque chose qui tend vers l'infini. Qui tend vers, excusez-moi, moins l'infini. Okay? Ça tend vers ça. Ou en tout cas, moins une valeur qui est très élevée. Puis là, j'ai un moins qui était devant ici. Fait que moins l'infini, ça dit que ça me donne quelque chose qui va être égal à environ l'infini, ou en tout cas une valeur très, 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 très élevée. Donc, on voit ici que lorsque j'ai une forte différence entre la cible et ce que le réseau me retourne, j'ai une fonction de perte qui augmente et devient très, très, très élevée, ce que je serai en droit de m'attendre. Voilà. Donc, on peut également démontrer que la dérivée de ma fonction de perte, donc l'entropie croisée, c'est la fonction qui est ici. Ça va vous être demandé en devoir de prouver cette relation-là ici. C'est pas très difficile à faire. Il faut juste s'arrêter puis faire l'opération, la dérivée soi-même. Et ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement au perceptron, le gradient ne dépend pas seulement des données mal classées. C'est-à-dire que les données pourraient être toutes bien classées, le gradient sera tout de même pas 0. Parce que même si ça, c'est égal à 1 et que ça ici, ça
c'est à peu près égal à 1. Ça sera jamais rigoureusement 1. Donc, la différence entre les deux ici sera jamais exactement 0. Donc, le gradient, et même chose si Tn égale à 0 et que ça, c'est à peu près égal à 0, ben, la différence entre les deux sera jamais nulle. Et donc, le gradient sera jamais nul. Donc, le perceptron, contrairement au perceptron, le réseau logistique va toujours s'entraîner, même si les données sont toutes bien classées. Alors, l'optimisation d'un réseau logistique se fait à peu près de la même façon que pour le perceptron, à savoir, on peut y aller par batch ou à l'aide d'une descente de gradient stochastique. L'algorithme est le même, c'est-à-dire qu'on initialise au départ W avec des valeurs au hasard, on itère un certain nombre de fois. Ici, on est obligé de mettre une borne maximale parce que il n'y a aucun critère qui nous dit que toutes les données sont bien classées. Si on se fie juste à ce que le réseau logistique nous donne. Donc, on va itérer un certain nombre de fois et à chaque itération ici, on va calculer le gradient pour toutes les données. Donc, c'est la somme sur toutes les données ici. Ça va nous donner une valeur de gradient. On va prendre nos paramètres W, on va faire un pas dans la descente, dans la direction du gradient qui nous permet de descendre le plus vite possible. Et pour la descente de gradient stochastique, ben là, au lieu de faire comme pour l'approche par batch, une mise à jour de W par itération, ben je vais faire une mise à jour de W pour chaque donnée dans l'ensemble d'entraînement à l'aide de la représentation que voici. Donc, c'est beaucoup plus stable le réseau logistique que le perceptron. Comme on peut voir ici, ça c'est le résultat en bas du réseau logistique que j'ai lancé à plusieurs reprises avec des initialisations qui étaient différentes et ça a systématiquement toujours convergé vers la même solution, ce qui n'est pas le cas pour le perceptron. C'est aussi beaucoup plus stable quand les données sont pas linéairement séparables, ce qui est une caractéristique fort intéressante par rapport au perceptron, parce que ici, si on avait une vidéo, on verrait que le réseau logistique a convergé vers une solution et que cette solution-là ici n'oscille à peu près plus, c'est relativement stable, alors que le perceptron, lui, serait constamment en train d'osciller pour essayer de compenser le fait qu'il y a des données qui sont mal classées. Alors, comment on fait pour gérer le cas à plus de 2 classes avec un réseau logistique? Ben, on va partir du même principe que le perceptron, à savoir qu'on va avoir en sortie le même nombre de neurones qu'on a de classes. Donc ici, par exemple, si j'avais K égale 3 classes, j'aurais 3 neurones de sortie. Chaque neurone de sortie est connecté aux neurones d'entrée, à tous les neurones d'entrée. Donc, comme j'ai 3 neurones d'entrée, comme j'ai 3 neurones d'entrée ici et j'ai 3 neurones de sortie, ça me donne 9 paramètres au total. Sauf que ça, ce que ça me donne, c'est un produit scalaire. Donc, un produit scalaire, c'est une valeur qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et ce que j'aimerais avoir, c'est une probabilité à la place. Donc, pour avoir une probabilité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la sortie de chacun des neurones, qui sont des produits scalaires. On va en prendre l'exponentielle et on va normaliser le tout. Et ça va être la sortie officielle de mon réseau logistique multiclasse. Et on va supposer que chacune de ces sorties-là ici, c'est la probabilité a posteriori d'observer chacune des classes ici, étant donné les paramètres de mon réseau et surtout le vecteur d'entrée. Donc, la sortie de mon réseau, la IM sortie de mon réseau, c'est l'exponentielle du produit scalaire de la IM classe divisé par la somme de toutes les sorties ici. Donc ça, c'est certain que ça va toujours me donner une valeur qui est dans l'intervalle 0, 1. Okay, ça sera jamais, la sortie ici une sortie ici sera jamais négative et sera jamais supérieure à 1. Et ça ici, cette opération-là qui consiste à prendre une exponentielle, plusieurs exponentielles et ensuite de normaliser, ça porte un nom. C'est archi connu dans le domaine des techniques d'apprentissage. Ça s'appelle un softmax. Encore là, si vous allez sur la librairie scikit-learn ou à peu près n'importe quelle autre bibliothèque de techniques d'apprentissage, c'est un terme que vous allez voir très rapidement, le softmax. Alors, l'étiquette de classe, quand on utilise un réseau logistique avec un softmax en sortie,
Ben l'étiquette de classe va être de type one-hot, à savoir que, bon, ça ici, c'est un exemple ici issu d'une base de données très connue qui s'appelle CFAR 10. Donc, CFAR 10, pourquoi 10? Parce qu'il y a 10 classes. Donc, c'est en fait une base de données d'images. Chaque image possède 32 colonnes par 32 lignes et son RGB. Et chaque image possède un objet dedans qui est très saillant. Donc, les objets, ça peut être ou bien un avion, une voiture, un oiseau, etc. Donc, il y a 10 classes comme ça ici. Et les cibles qu'on va avoir, c'est des cibles de type one-hot. Donc, une cible ici contient 10 éléments. Et ces éléments-là sont tous à zéro, sauf l'élément associé à la classe visée. Donc, par exemple, la première classe, c'est avion. Ben, la cible pour avion serait 1 suivi d'une série de zéros. La cible pour automobile, ça serait des zéros partout, sauf à la deuxième entrée, parce que la deuxième entrée est associée à la classe automobile. Donc, la distribution de probabilité dans un cas comme celui-ci peut être vue comme ça ici. Donc, c'est la probabilité, c'est le produit sur les n données de mon ensemble d'entraînement fois le produit sur les K classes, et j'ai ici la probabilité d'observer l'étiquette de classe n étant donné les paramètres du modèle et xn, exposant ce terme-là ici, et ce terme-là ici, c'est égal à 0 ou 1. Comme on a vu à la page précédente, c'est 0 ou 1 ici, dépendant de la classe. Donc, si la distribution de probabilité, c'est la suivante sur l'ensemble de toutes les données de mon ensemble d'entraînement, ben l'entropie croisée, ou la cross-entropie en anglais, ça va être moins log de ce terme-là ici, puis moins log de ce terme-là, un log de produit, ça devient des sommes. Et là, ici, j'ai un exposant log d'un terme avec un exposant, ben on peut sortir l'exposant puis le mettre devant. Donc, ce que ça veut dire que l'entropie ou la perte associée à une prédiction faite par mon modèle, c'est ni plus ni moins, disons, pour une donnée ici. Donc, ça ici, ça serait pour, mettons, pour une paire XN, TN. Ça, c'est la perte associée à une paire XNTN. Je vous rappelle que ça, c'est un one-hot vector qui possède des zéros partout, sauf à un endroit. Donc, ça veut dire, si je reviens en arrière, si j'ai un réseau comme celui-ci à 3 classes, ben, mon réseau va sortir des probabilités pour chacune des classes, mais je vais regarder la classe TN. Donc, mettons que un TN donné, c'est égal à 0, 1, 0. Ben, je vais prendre moins log de toutes les sorties, puis je vais les multiplier par des 0, des 1. Donc, je vais prendre la loss associée à ça, ça serait moins log, comment je vais écrire ça? Moins log de ça ici, moins log de ça ici, moins log de ça ici, fois 0, fois 1, fois 0. Puis là, je vais additionner tout ça ici ensemble. Ça, plus ça, plus ça. Donc, à la fin, ça, c'est multiplié par 0, on peut l'ignorer. Ça, c'est multiplié par 0, on peut l'ignorer. Ça, c'est multiplié par 1. Bon, on peut enlever ça ici. Fait qu'au fond, à la fin, la loss associée à un certain élément, c'est ni plus ni moins la log, moins le log de la sortie associée à la vraie classe. On peut démontrer que, en fait, ici, on a P d'une certaine probabilité. Bon, la probabilité ici, c'est normalement retourné par mon réseau. Puis ça, c'est effectivement l'entropie croisée, la vraie forme de l'entropie croisée donnée par l'équation qui est ici. On peut montrer que le gradient de cette fonction-là ici, par rapport à nos paramètres W, c'est donné par l'équation que voici. Encore là, ça va être, vous allez être appelé à démontrer cette relation-là ici entre ces deux équations-là dans un devoir. Mais encore là, la preuve n'est pas très difficile à faire. Donc, optimiser un réseau logistique multiclasse, ça revient un peu à la même chose qu'un réseau logistique deux classes. On peut y aller par batch ou par descente de gradient. C'est toujours un peu la même idée où on va calculer la perte et ensuite le gradient de la perte et on va faire une descente de gradient. Donc, on va mettre à jour les paramètres du modèle suivant l'équation de descente de gradient telle qu'on l'a vu à la vidéo précédente.
Donc, jusqu'à date, on a vu quand même beaucoup d'informations, donc on va résumer. Tout d'abord, on a vu des réseaux de neurones deux classes. Donc, on avait dans les deux cas de figure qu'on a vus, on a un certain nombre de ce que j'appelle des pastilles en entrée, soit des variables associées à mon vecteur en entrée x ici vecteur, avec un 1 pour le biais. Ensuite, on a des flèches comme ça ici qui nous indiquent que chaque flèche est associée à un paramètre du réseau. Et ensuite, on a un neurone qui est un produit scalaire suivi d'une non-linéarité. Pour le perceptron, c'est la fonction signe. Pour le réseau logistique, c'est la fonction sigmoïde. Et dans le cas du perceptron, la sortie du réseau est binaire, moins 1 plus 1, tandis que dans le cas de la régression logistique, la sortie du réseau, c'est une valeur entre 0 et 1. Puis je peux voir ça comme étant la probabilité a posteriori d'observer la classe C1 étant donné X. Dans le cas multiclasse, ben, on va avoir autant de neurones en sortie qu'on a de classes. Pour le perceptron ici, je vais prendre la sortie dont le score est le plus élevé. Donc, c'est ça qui va m'indiquer l'étiquette de classe. Tandis que dans le cas de la régression logistique multiclasse, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un softmax qui consiste à prendre l'exponentielle de la sortie de chacune de mes neurones normalisée. Et encore là, on peut voir ça comme étant une machine ici, dont chaque sortie m'indique la probabilité d'appartenir à une certaine classe, étant donné X, le vecteur d'entrée. On a vu les fonctions de coût deux classes. Donc ça, c'est le critère du perceptron ici, qui est la somme sur les données mal classées, qui est tout à fait égal, rigoureusement égal à la formulation que voici, qui est une somme sur l'ensemble des données, mais avec un max par rapport à 0. Si je rajoute un 1 ici, ça me donne ce qu'on appelle la hinge loss ou la SVM loss, qu'on va voir plus tard dans le cours. Pourquoi est-ce qu'on rajoute un 1 ici? Et ensuite, si on prend une entropie croisée, ben ça va plutôt être une perte qui ressemble à ça ici. Et l'entropie croisée a du sens uniquement si ça ici a une sigmoïde en sortie, une fonction d'activation de type sigmoïdal. Si j'ai pas une sigmoïde, cette fonction de perte n'a absolument aucun sens. Parce qu'on doit supposer que ça ici, c'est une probabilité. Si j'ai pas de sigmoïde, si j'ai autre chose, si j'ai une fonction d'activation, par exemple, de type signe, ben ça, c'est plus une probabilité. Donc, le log de quelque chose qui n'est pas une probabilité, ça n'a plus aucun sens. Dans le cas K-class, ben, on a vu que pour le perceptron, c'était encore là une somme sur les données mal classées entre le score de la mauvaise classe moins le score de la vraie bonne classe. Ça, c'est égal à ça ici rigoureusement. Si je rajoute un 1, encore là, j'ai la hinge loss ou la SVM loss. Et je peux aussi utiliser une entropie croisée avec comme étiquette de classe un vecteur de type one-hot. Et bien sûr, dans tous les cas de figure, je vais faire une descente de gradient. Bon, ici, j'ai pris un vecteur W si j'étais dans un cas de segmentation deux classes. Sinon, je prendrais la matrice W si j'avais plus que deux classes. Mais toujours est-il que ça représente à l'itération K plus 1 les paramètres de mon modèle. Ça, c'est les paramètres de mon modèle à l'itération précédente, moins un certain taux d'apprentissage qui peut être fixe ou qui peut décroître avec le temps, fois le gradient de ma fonction de coût, ma fonction de perte. Donc, on a vu qu'il y avait des optimisations par batch ou encore une descente de gradient stochastique. La différence, c'est que l'optimisation par batch, à chaque itération, je mets mes paramètres à jour une seule fois, tandis que la descente de gradient stochastique, je vais mettre à jour le gradient, je vais mettre à jour mes paramètres de mon modèle pour chacune des données de l'ensemble d'entraînement. Donc, je vais mettre à jour mes paramètres à la limite jusqu'à n fois par itération. Donc, eta peut être une constante ou décroître en fonction du nombre d'itérations.